Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film sorti il y a 50 ans et qu'il est important de remettre en avant, même si d'autres l'ont fait avant moi, notamment l'ami Samir à travers son festival Microciné en 2023. Vous l'avez compris, il va être question de Mandingo, sorti en 1975, réalisé par l'un des plus grands artisans d'Hollywood, Richard Fleischer, pas forcément un cinéaste purement auteuriste parce qu'il prenait toujours des projets qu'on lui donnait, mais il en faisait souvent quelque chose de très bien avec sa patte. Sur un scénario de Norman Wexler, qui avait écrit juste avant Serpico, et adapté d'un roman de Kyron Stott, que je n'ai pas vu, qui est assez sulfureux, mais ici c'est une relecture peut-être plus nuancée ou pas, enfin ça je vais en discuter après, sur ce que je sais bien sûr. C'est une production de Dino De Laurentiis, voilà, je place ça ainsi, qui d'ailleurs a mis du temps à se mettre en place, mais alors, dans les années 70, on commençait à bien libérer la parole, y compris cinématographique, sur le plan artistique. Le Codays est bien loin, le nouvel Hollywood est là. Bon, c'est un film qui référence à l'esclavage dans le sud des États-Unis, de façon très sulfureuse et cash, avec au casting, dans le rôle principal, James Mason, le Britannique, qui avait déjà interprété par exemple le Capitaine Nemo, dans un des films de Ruben Fleischer. Je dis britannique, c'est intéressant, parce que d'ailleurs, l'actrice principale, Susan George, l'est également. Elle, on l'a vu dans les Sean Pie, autre brûlot assez frontal des années 70. Car cet aspect british, donc, référence encore plus cette ancienne États-Unis du Sud. Bon, ancienne Amérique, donc sudiste. Il y a le jeune, à l'époque, Perry King, qui va avoir un rôle très marqué, évidemment. Richard Ward, qui joue une sorte d'esclave proche de ses maîtres. Alors, ça peut faire écho, par exemple, au protagoniste interprété par Samuel L. Jackson dans Django Unchained. Peut-être une des inspirations de Quentin Tarantino. Mais il y a des choses sur lesquelles on va revenir en détail là, parce que c'est un film très très riche. Il y a le champion de boxe Ken Norton, qui va avoir le rôle principal, on va dire, d'élément déclencheur de certaines choses. Beaucoup d'actrices et d'acteurs afro-américains d'ailleurs, Brenda Sykes. Il y a aussi Paul Benedict qui a toujours cette tête très marquée. Il était apparu plus tard dans un de mes épisodes préférés, Les Contes de la Crypte par exemple. Bon, et c'est pas évident de parler d'un tel long métrage, car il y a beaucoup à dire. Et à l'époque, il avait été très mal reçu par les critiques, peut-être aussi par une Amérique qui n'était pas prête à recevoir aussi directement dans la face certaines choses de son passé. On est donc quelque part en Louisiane, une vingtaine d'années avant la guerre de sécession, donc la période antebellum du sud des États-Unis, et on est ici face à la chute d'une sorte de propriétaire de plantation. Enfin, la chute. On sent que, quand même, la gloire est passée. Mais il s'y raccroche, le vieux Warren Maxwell, avec ses rhumatismes, et il insiste pour que son fils, Hammond, fils unique, épouse une femme blanche d'une haute lignée locale, très très locale pour le coup, sa cousine, afin de perpétrer la lignée et espérer continuer donc ce rêve de domination. Donc vous voyez, le décor est planté, et même le décor architectural de cette maison, donc sudiste et tout, on est en plein Southern Gothic, là, hein, le gothique sudiste très américain. Et Hammond, qui est boiteux, vous voyez, un petit peu, hein, le père rhumatisme, le fils qui boite, déjà même la déchéance et la décadence, elle est montrée physiquement, là. Eh bien, le gamin, il a la vingtaine, hein, quand même, s'intéresse plus à certaines de ses esclaves et il couche avec. Bon, notamment une, Hélène, qui il semble s'y être attaché vraiment, mais derrière les faux semblants, on ne sait pas trop. Cette relation va être complexe d'ailleurs, tout est très complexe ici. Mais Hammond va quand même accepter, par défaut, hein, ce mariage forcé avec sa cousine. Et en parallèle, Hammond il va récupérer une sorte de colosse, un mandingue, hein, donc Ganymède. C'est pour ça que le titre du film porte vraiment son nom, car c'est très important. Donc, interprété par un boxeur professionnel, Ganymède surnommé Mead, hein, si vous le voyez en VO. Et ce dernier est très fort, mais il va avoir forcément une incidence sur cette fausse domination locale
Et en parallèle, il y a un autre personnage d'esclave qui s'appelle Cicéron qui va se rebeller et qui va essayer d'éduquer autour de lui. Et ça, c'est un rajout visiblement du scénariste et de Ruben Fleischer dans le film. C'était pas dans le bouquin, ou du moins pas frontalement. Et ça fait peut-être la différence d'ailleurs. Et voilà, ça dure plus de 2 heures et c'est assez poisseux. C'est un film de Southern Gothic qui ouvre clairement ici sur les fantômes de l'Amérique. Vous êtes donc plus de 100 ans après. Et la caméra, elle arrive là sur cette maison à l'ancienne, un peu comme si quelqu'un sortait de la forêt, et elle ouvre un volet sur cette période historique, et elle nous montre frontalement des choses que peut-être pas mal de films jusqu'ici, peut-être tous d'ailleurs à Hollywood, n'osaient pas montrer. Parce qu'il y en a eu des films qui référençaient l'esclavage, etc. Alors, bien sûr, on pense à Autant n'emporte le vent, ici c'est complètement renversé. Il y en aura par la suite, notamment donc Django Unchained, mais là, il y a quelque chose qui est ailleurs. C'est vraiment dans l'idée de, comme un voyage dans le temps, par moment, on pourrait y penser, je pense que ça a été construit ainsi. Hein. Tu as cette caméra qui débarque sur les lieux. Je crois que Richard Fleischer, il a bossé autour du documentaire quand il était en contrat avec la RKO plus jeune. Et je pense qu'il y a ce travail qui fait qu'il est très à l'aise dans ses déplacements, dans sa façon de montrer une forme de réalisme, même si c'est du cinéma, attention, ne serait-ce que par l'aspect photographique ou autre éclairage, bien sûr, c'est du cinéma. Hein. Et c'est une histoire qui n'est pas vraie, qui est pas vraie. Pas basée sur des faits très réels, c'est dans un roman, mais je pense qu'il y a des choses clairement dans cette lignée qui ont dû se produire plus ou moins à l'époque. Et on entre là-dedans et on est directement dans l'âpreté absolue de ce quotidien-là. Donc de cette, pas la maison de Usher, mais ce truc qui est appelé à s'écrouler de façon métaphorique, cette plantation, cette famille, lignée ou pas justement. Hein, le père s'accroche à l'idée que son fils va pouvoir offrir quelque chose. J'y reviendrai dans une petite zone spoiler, c'est pas du tout à quoi lui il pourrait pas s'y attendre. C'est très très complexe, cette fin est assez brutale évidemment, mais le film l'est tout autant dans son ensemble. La façon dont on montre donc l'exploitation humaine déjà de l'esclavage, la violence crue, et aussi le côté productivité, enfin presque c'est une entreprise, on est dans l'approche capitaliste des choses, comme une sorte d'élevage, hein. C'est horrible de dire ça, mais donc ces hommes et femmes sont considérés comme des animaux, et achetés, vendus comme tels, et même dans l'idée de faire en sorte qu'ils assurent une certaine lignée pour la suite, enfin, ou que ce soit monétairement pour vendre, ou pour prendre la suite dans les plantations. C'est affreux. C'est horrible. Et le paradoxe est ultime quand on voit donc le fils s'attacher à Hélène, donc une jeune esclave, et tu sens que les intentions derrière sont autres. Tu vois le côté patriarcal du père, le fils essaye de s'en libérer, mais c'est son destin, et on voit qu'il balbutie, c'est-à-dire qu'il est construit dans une violence patriarcale. Il tente vaguement de s'en émanciper, mais non, son destin le ramènera à lui, puis voilà, l'éducation, où ça mène aussi, hein, c'est très très important le message sur l'éducation ici, sur la transmission, sur la lignée, sur le côté aussi faire passer donc des choses. Et il avait traité ça dans Soleil Vert, Richard Fleischer, indirectement et autrement, mais voilà, le personnage de Cicéron qui est un peu le prêcheur, qui veut faire lire aux autres esclaves, qui a cette intelligence, qui le dit, nous sommes des hommes, et ça contraste évidemment avec la situation, et même la chanson d'ouverture de Muddy Waters, qui est réorchestrée par Maurice Jarre, qui fait pas mal de musique, mais c'est très discret, Born in this time, hein, never to be free, hein, c'est ça qui est dit dans les paroles, tout est de là, voilà. Quand je disais tout à l'heure que le décor était planté, mais il est planté dans cette plantation, dans ce décor-là, dans cette architecture et dans cette architecture mentale aussi et familiale et de cet héritage du sud des États-Unis. Un sud qui rentre donc dans la dégénérescence, ne serait-ce que par le fils qui va épouser sa cousine, qui doit être pur pour lui, mais où est la pureté? Une femme s'appelle Blanche. Bon, donc oui, il verrait le fait qu'elle est blanche, elle s'appelle Blanche, elle est blanche, ok, super. Bon. Moi j'y vois aussi un écho artistico-culturel aussi, avec Blanche Dubois dans Un tramway nommé Désir, qui représentait un posteriori, du coup, mais bon, c'est sorti avant, c'est amusant, l'écho et les échanges, donc dans l'œuvre fameuse et ultime, une des meilleures pièces de théâtre américaines de Tennessee Williams,
une Blanche Dubois qui venait de ce sud déjà mort, et elle qui était déjà dans une lignée de sudisme complètement oubliée, et qui s'accrochait à une forme de pureté qui n'en était plus une, et c'est exactement ça le personnage de Blanche Maxwell, comme si elle était une des ancêtres de Blanche Dubois, et que c'était un petit peu l'héritage que ça allait laisser. C'est comme d'ailleurs si dans ce film on voyait ce que le Sud dégénéré allait devenir plus tard, la redneckisation, si vous voulez, du Sud des États-Unis, montrée par la suite, et y compris dans ces années 70, juste avant avec Massacre à la tronçonneuse, même si les deux films esthétiquement étaient bon, esthétiquement c'est pas la même chose sur le style et tout, mais thématiquement vous faites des recoupages. C'est-à-dire comment ça peut se déconstruire jusqu'au bout, même si on n'est pas dans le même coin des États-Unis. Mais voilà, comment cette dégénérescence et cette chute-là a quand même engendré derrière des gens qui ont continué à essayer de perpétrer quelque chose qui n'existait plus, d'où les problèmes. Le côté incestueux, forcément, bon là, évidemment, on fait le lien. Ça raconte énormément de choses sur l'Amérique, voilà, de cette époque et de ce que ça a donné derrière. Et forcément, dans les années 75, beaucoup n'y étaient pas encore préparés. Et aujourd'hui, on l'est beaucoup plus. Et c'est pour ça que 50 ans après, ce film prend beaucoup de dimensions. Donc après, il se passe ce qui se passe. Les relations entre maître et esclave, oui, mais entre esclaves aussi, il y a aussi le personnage de la gouvernante locale, là, Lucrèce Borgia. Le nom aussi choisi, alors dans cette histoire, hein, pour les esclaves, en dit long, en rapport aux mythologies gréco-romaines, ou à l'histoire, pour Lucrèce Borgia, plutôt antique. Ça en dit long aussi sur cette idée de s'accrocher à une sorte de gloire du passé. Gloire ancestrale de tous ces peuples glorifiés, qui sont l'héritage aussi de cette domination patriarcale blanche, et qui se revoit même jusqu'à dans ce combat quasi de gladiateur, là, un moment où le personnage de Ganymède va tuer un rival, obligé, voilà, on les oblige à se battre pour le divertissement. On est dans ça, on est clairement dans ça. C'est-à-dire qu'il y a une reconstitution tentative de glorification de toutes ces histoires-là, alors que là, tout est en train de mourir, et c'est pour ça que l'aspect transpirant, sale des choses, avec la photographie qui va avec, que ce soit sur des extérieurs, et aussi, on voit jamais les plantations, très fort ça d'ailleurs, et aussi sur les intérieurs très peu éclairés, mais bon, et on voit aussi le quotidien des esclaves à côté entre eux. Il y a des scènes comme ça qui sont très fortes, hein, et qui montrent du coup la nuance et justement le propos bien engagé, je pense, de Richard Fleischer, de Norman Wexler, et donc des gens qui étaient autour du film à l'époque. Il a été considéré comme raciste, le film, par certaines personnes. Ça peut se comprendre si on veut, mais en fait pas du tout, c'est l'inverse. Il faut voir avec ce contexte-là et comment justement c'est traité cinématographiquement. Pour moi, ça ne fait aucun doute. On est dans un brûlot de dénonciation forte, et d'autant plus important dans sa brutalité, hein, parce que oui, il y a des scènes de violence, de sexe, enfin, d'érotisme très cru. Il y a même des hommes dénudés, ce qui est très rare forcément aussi à l'époque à Hollywood. Hein. Bon, on n'épargne rien, et je pense que même certaines scènes ont dû être un peu coupées, parce que, bon, il n'y avait plus de codex, mais quand même. Richard Fleischer, il voulait faire une version très longue, hein, je crois. Bref. Et donc, spoiler, si vous voulez, quand même, pour la fin, c'est la chute ultime. Il y a du métissage quasi forcé par viol, par appropriation, par domination. Voilà, et d'enfants qui vont être sacrifiés. Dans les deux, hein, d'ailleurs. Hein. Le fils qui va avoir cette relation avec Hélène, qui va donc être poussé à la fausse couche quand la femme va la prendre. Affreux, ça. Après, il y a la femme, du coup, pour se venger, la cousine femme va avoir une relation avec Ganymède. L'enfant, voilà, aussi, il faut le sacrifier, parce que quel scandale. Voilà, on est dans l'horrible absolu, et on voit ces blancs qui sont dans leur torpeur, dans leur folie, ils sont rentrés dans cette folie, dans cette violence, dans ce racisme. Le racisme lié à la peur, il y a tout est là, en fait. Dans cet héritage-là, ces deux jeunes gens sont perdus. L'une, d'ailleurs, a été déflorée par son frère, hein, Blanche. Déflorée comment? Bonne question, hein, aussi bien, elle a été violée. Bon, de toute façon, à l'époque, voilà. Elle est déjà condamnée. Elle s'est fait condamner par ce destin, par le patriarcat ultime, et là, bon, après, c'est de vengeance en vengeance, voilà. Il y a aucune bonne intention, le personnage de Hammond, c'est juste que c'est quelqu'un de malade, c'est le Sud malade absolu, c'est l'inceste Sud qui dégénère. Et donc, la fin, évidemment, ça se termine mal, hein, de tuerie en tuerie. Tout le monde meurt, ou presque. Le fils reste face à son héritage déchu. C'est-à-dire que la fin est d'autant plus cruelle pour lui, c'est qu'il ne meurt pas, et il va donc être le dernier de sa lignée, et il va probablement voir tout ça s'écrouler.
On aurait pu le faire contempler une sorte de suicide et tout, mais hop, là il est dans son idée d'héritage, de non-héritage, il n'a plus rien, et il n'est plus rien. Et peu importe, justement, le film s'arrête là-dessus, pas besoin d'aller plus loin, mais les sacrifices ont été horribles jusqu'au bout. Voilà. Mais je ferme la zone spoiler, c'était juste pour avoir un petit commentaire sur cette fin sans vous en révéler plus si jamais vous n'avez pas vu le film. En tout cas, je vous invite à le voir. Il y a énormément de choses à en dire. Je n'ai fait qu'un petit étalage assez vague de cela. Ça donnerait presque envie de lire le livre, même si celui-ci était peut-être moins dans une forme de dénonciation, de ce que je sais en tout cas. Mais pourquoi pas un jour? Ce qui est sûr, c'est que Mandingo, voyez-le, c'est très très important. Remettez-le aussi en contextualisation de ce qui a été fait avant et ce qui sera fait après. Il y a une suite apparemment qui s'appelle Drum, enfin une suite indirecte, hein. Je pense que c'est peut-être dans le même univers, mais c'est pas vraiment une suite directe, que je n'ai pas vu forcément, qui semble moins intéressante, mais qui est une suite parce que adaptée d'une sorte de... parce que c'est une saga le livre à la base, hein, enfin extrait d'une saga. En tout cas, ça confirme que Richard Fleischer, il faisait, à l'image de Robert Wise un peu, hein, ces artisans d'Hollywood qui savaient tout faire dans tous les styles, et qui montraient quand même les choses, et qui arrivaient à faire quelque chose de commande. Et bien là, ça en est la preuve. C'est vraiment Mandingo, on pourrait imaginer que c'est un vrai film d'auteur en soi, mais peut-être ça en est un, en vrai. Il a pris possession de cette commande et il a fait quelque chose de fort, avec son scénariste. Et je pense que là, et le chef-op, tout ça, c'est une équipe là qui a réussi à faire un film marqué et marquant, donc à découvrir. Et n'hésitez pas à voir donc toutes les interventions qui sont sur YouTube, je crois, de Microciné, oui, parce que le monsieur qui avait écrit un livre, alors j'ai pas le nom sous les yeux, hein, désolé, en a parlé. Il y a aussi l'ami Valérian de la chaîne Cinefiles qui avait fait un retour. Donc en voici un de plus, et je pense que ce n'est pas de trop. À vous donc de le découvrir et aussi d'en parler hein, autour de vous, quelles que soient les façons de le faire. À la prochaine, ciao!